Mon frère, qui travaillait à Aumont, il disait toujours, tu sais Sylvestre, il faut rentrer au chemin de fer, hein. Tu seras tranquille. Ce que l'on sait avec une certitude, c'est qu'elle a été inaugurée en 1921. La seule certitude qu'on a, c'est de le voir sur des cartes postales ou sur des documents qui y font référence. Il faudrait fouiller un petit peu plus loin pour en être plus sûr. Mais on va dire que la cité, c'est les années 1920. C'est après la Première Guerre mondiale. Et puis c'est à l'époque, ce que je disais tout à l'heure, c'est le paternalisme de la Compagnie des chemins de fer du Nord qui loge ses agents de train et qui loge ses employés de gare. Il ne faut pas oublier qu'en 1920, la gare ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle est maintenant. Il y avait un dépôt de machines, il y avait certes des employés administratifs, mais l'essentiel, c'était du personnel qui entretenait les trains. Il y avait tout, hein. Quand on réfléchit bien, il y avait un médecin, il y avait une piscine, il y avait une bibliothèque, il y avait la salle des fêtes, tout ça partout. Il y avait un orchestre, tout ça c'était SNCF, le terrain de sport. Il y avait derrière tout ce petit monde la main mise de l'entreprise SNCF dans les années dont je vous parle, mais avant, il ne faut pas l'oublier, c'était la Compagnie des chemins de fer du Nord. C'est d'ailleurs pas la SNCF qui est à l'origine de la cité. C'est la Compagnie des chemins de fer du Nord. La SNCF proposait des logements à ses agents à proximité des grands lieux de triage, par exemple. Et donc j'ai fait une demande pour habiter à Aulnois et on m'a proposé la cité de Busigny. Alors j'ai fait différents métiers, mais j'ai surtout resté quand même dans la partie matérielle. Matérielle, c'est-à-dire on est chargé d'entretenir les locomotives, des wagons, que ce soit wagons marchandises ou les wagons voyageurs. C'est la spécificité du service matériel. Les échelons de simple ouvrier, chef d'atelier, commandant le centre essieu. Le centre essieu où j'étais chargé de la production notamment, et ensuite de l'assurance qualité que j'ai ensuite déployé au niveau national à la direction du matériel à Paris-Gare de Lyon. Tout compte fait, c'est un peu héréditaire. Mon père était cheminot, mon mari est cheminot, mon beau-père était cheminot. Donc, si vous voulez, on voit la différence parce qu'après, la femme a quand même pris son indépendance, elle a travaillé. Le mari travaillait au chemin de fer, mais c'était plus pareil. C'était un petit peu une ville dans la ville. Alors, la cité avait sa propre vie, que ce soit, elle avait son école, elle avait son stade de sport, elle avait sa salle des fêtes. Il y avait ce qu'on appelle une piscine, tout là-haut où il y avait les bâtiments du district, les châteaux d'eau, il y avait la bibliothèque SNCF. Il y avait donc cette piscine. Il y avait aussi, tout dans le bout de ces bâtiments, un endroit où le docteur de la SNCF, le docteur Savoie, consultait. On avait une bibliothèque aussi. Une énorme bibliothèque. Ah oui, il y avait une bibliothèque, c'est vrai. Ils étaient renouvelés, tous les mois ils étaient renouvelés. Donc c'était un va-et-vient de livres entre la bibliothèque de Saint-Quentin et la bibliothèque de Busigny. Donc là c'était pareil, c'était ouvert tout le mercredi, tout le samedi. Beaucoup d'adultes et La d'enfants. lecture, on avait pas mal. Hein. Ouais, on avait quoi de... Il y avait pas mal de... C'était de la bibliothèque, c'était un truc où les enfants se rencontraient là, quoi. On pouvait faire des tas de recherches, c'était sympa. Puis après, il y avait pour des centres, un centre de gym. C'était un directeur qui était là vu avant ce dernier, qui faisait des cours à Busigny, au marché couvert. Alors il prenait, c'est pareil, le moyen de transport c'était embêtant. Alors chacun mettait du sien
On en prenait, l'on en prenait, lui il en prenait, puis on partait à Busigny, marché couvert. Et puis ça se passait comme ça. Ouais. Il y avait du jardinage et puis de l'atelier. Enfin, le jardinage, c'était toujours le même. C'est trié. Oui, parce que le directeur, il y avait beaucoup de terre. Je faisais de l'élevage. Ouais. Alors tous les mercredis, on allait au jardin, on allait bêcher autour de l'école, tous les temps. Il y avait combien, une douzaine de parcelles et qui étaient cultivées sans arrêt, quoi, je veux dire. Il n'y avait pas de parcelles libres. Hein. Il y avait des prunes, il y avait des poires, il y avait les enfants, ils couraient là-bas, hein, c'était incroyable. Hein. Tu as acheté ce café, donc tu n'as pas fait le café, mais tu as conservé la librairie. Oui, la librairie, je l'ai gardée. Voilà. Puis le gaz. Puis le gaz, les pots Parce de que gaz. ici à la cité, il n'y avait pas de gaz. Hein. Alors, c'était toujours ouvert. Ils savaient qu'ils pouvaient venir chercher du gaz n'importe quand. Donc la librairie, les marchands de Alors, gaz, des pots de gaz. elle a tenu une dizaine d'années. Vous aviez même un économode dans certaines grandes cités. Ici à Busigny, c'était un wagon d'économodes qui venait avec des victuailles, des possibilités d'achat de matériel ou de meubles, par exemple, à des prix compétitifs. Des timbres. Tous les mois, elle achetait des timbres qui avaient une valeur. Elle achetait des timbres qu'elle collait sur un Et puis, à la fin de cahier. l'année, on pouvait Et à la prendre fin de ça. l'année, avec ça, elle achetait une paire de draps Des affaires. ou autre, quoi. Et je me souviens que tu as fait mon trousseau. Ouais, Mon tout ça. trousseau Ouais. avec les timbres de l'économa. Ouais, c'est vrai. Une cité paternaliste créée par le chemin de fer du Nord qui voulait que les employés vivent correctement et aient les moyens de prolonger leurs activités et de subvenir à certains besoins. Et j'en reviens, c'est l'idée paternaliste du XXe siècle, de la Compagnie du Nord, de faire en sorte que les gens soient au calme, dans une vie la plus tranquille possible. C'était relativement, je vais dire, convivial. Il n'y avait pas de différence fondamentale entre des personnes qui avaient des hautes responsabilités, puisqu'il y en avait quand même, qui habitaient ici, au sein de la SNCF, par rapport à des gens qui travaillaient par exemple sur la voie ou qui étaient manœuvres, etc. Donc il y avait une ambiance assez, je veux dire, familiale, on peut le dire. Mais on peut mettre en parallèle aussi la vie sociale des petits villages où les gens dans le temps n'avaient pas la télé, n'avaient pas d'activité comme aujourd'hui, mais se retrouver le soir, en été, sur les escaliers devant la maison et discuter entre eux. Moi j'ai connu ça à la cité aussi, les gens le soir, quand il faisait beau en été, étaient tous dehors et nous, gamins, on jouait sur la pelouse. Là. C'était une grande famille. Une grande famille, la famille SNCF. Hein. Si on aurait manqué d'avoir une tartine, vous pouvez aller chez la voisine. Ils nous donnaient une tartine. Moi, j'ai connu une famille que 3/4 du temps, mes enfants, comme ils allaient avec leurs enfants, au moment de manger, le soir, il dit qu'est-ce qu'il faut passer. Ils mangent à la maison, t'inquiète pas, ils sont bien. Et puis les gosses, ils restaient à la maison, ils mangeaient chez Monsieur Monfroid. Hein. Et pourtant, c'est une famille qui n'avait déjà 9. Moi, je me souviens, ma mère, il y avait toujours du monde à la maison. Ah oui. C'était en fin de compte le café que les voisins prenaient ensemble. Surtout entre voisins. Nous, ça nous a pesé. Hein. Moi, je me souviens, je rentrais de l'école, il y avait toujours du monde à la maison. Quoi. Donc c'était. Enfin, on avait des voisins, je pense à monsieur et madame Vauquier, qui étaient quand même. On s'est entraidés énormément. Il y avait beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Quoi. Un territoire que je connais bien, un endroit que je connais bien, dans ses coins et ses recoins, pour y avoir fait toutes les espiègleries que peuvent faire un gamin de 5 à 10 ans, qui font parfois le désespoir des parents. Ils avaient fait une cabane
là plus loin. Et puis, bien sûr, c'était tous ensemble. Les filles, c'était à part, hein, mais les gamins. Et le soir, c'était marrant parce que chacun, il appelait ses enfants. Daniel, François, Johan, et c'est tout. Mais c'était marrant, hein. Alors, ils venaient tous à leur maison manger, hein. Dès qu'on avait fini l'école, tous les gamins se retrouvaient et puis on a gardé des relations assez proches. On est toujours copains avec Alain, on se voit depuis plusieurs dizaines d'années. Parce qu'il avait besoin on continue à se rencontrer. Ouais. Donc on a eu cette chance-là quoi, d'apprendre à vivre ensemble avec autour, je veux dire, tout le rôle qu'a pu jouer la SNCF en matière sociale. Quoi. Moi j'ai eu des enfants, ils ont tous été au centre aéré, car on avait la chance ici d'avoir un centre aéré avec beaucoup d'enfants. J'avais une centaine d'enfants. Je faisais la cuisine pour tout ce monde-là. Et puis c'était sympa. Malgré tout, on était fatigués, mais c'était bien. Il y a eu beaucoup d'activités. Il y a eu, je sais pas, des voyages au train avec la SNCF. On allait à Tergnier, on allait à Montdidier, on allait faire des rencontres en tout genre avec tous ces jeunes là, qui fréquentaient ce centre aéré. Derrière ça, j'ai parlé tout à l'heure de Jean-Louis, où on a fait la renaissance du foot, mais c'était aussi le siège de la SNCF, cette ancienne école où on se retrouvait tous pour jouer au ping-pong. Il y avait certes l'école implantée dans la cité, qui est implantée depuis l'origine, qui s'appelle l'école Claude Bernard. C'était bien. Mais pour tout le monde aimait bien, enfin du moins c'est ce qu'on dit. Ils amenaient leurs gosses au matin, au soir, c'est bien. Et puis même entre deux, il y avait des cours de danse, il y avait des cours de gymnastique volontaire qu'on a fait. On a fait tout. On a fait des centaines, pour pas dire des milliers de parties de football. Et après, quand j'ai grandi un peu plus grand, là-bas sur le stade en gravier, j'ai entraîné plus de 60 jeunes avec le fils Konopka et un autre garçon, l'allemand. Donc sur ce stade qui était la propriété de la SNCF, on y retrouvait donc la partie gravier. On y trouvait également un terrain de volley-ball, un portique, et aussi voilà, tout ce qui permettait de faire de l'athlétisme, lancer du poids sur une hauteur, etc. Et la chapelle, il y avait une messe tous les dimanches. Il y en avait deux d'ailleurs. Il y avait deux messes, autant où ça allait très fort. Il y en avait une à 8h pour les gens qui se levaient tôt, et une à 9h ou 9h30 pour ceux qui se levaient un peu plus tard. Et moi j'ai même été enfant de cœur à cette époque-là, j'ai fait de tas de choses dans ma vie. Et donc j'ai servi la messe à la chapelle de la cité. Et puis le vin de messe d'ailleurs, je me confesse, j'ai bu le vin de messe, c'était du Mont-Basillac, je m'en souviens très très bien. Le catéchisme avait lieu chez Madame Sérusier, et qui habitait rue du Général Mangin, et dont le fils d'ailleurs était un chauffeur de train qui faisait la grande ligne Paris-Bruxelles, si je ne me trompe pas. Et quand il passait en gare de Busny, pour dire bonjour à sa mère, il déclenchait un coup de klaxon. Et sa mère était contente que c'était son fils qui passait. Madame Sérusier était une brave dame qui entretenait la chapelle. Et les cours de catéchisme avaient lieu dans cette petite pièce chez elle. On était tous les jeudis matins. On était une douzaine de gamins, on avait 10-11 ans à l'époque. Et on allait là-bas. Et c'était ça aussi, ça faisait partie de la vie de la... Moi, je me souviens de M. Muffin, qui faisait du modélisme. Moi, j'ai adoré ça à cette époque-là. Ouais, mais c'était en dehors des heures, c'était en plus de son boulot, quoi. Hein. Je veux dire, il adorait faire des avions modèle réduit. Donc, on a fait une campagne d'avions modèle réduit. C'était assez dur avec nous. C'était facultatif obligatoire, moi je dirais. Hein. Donc il valait mieux aimer, mais il fallait bien le faire surtout. Et il fallait bien le faire. Il y a cette volonté de transformer, de modeler l'architecture autour d'une entreprise, phénomène très très fort, on a tendance à l'oublier. Et puis il y avait à l'intérieur de la cité une uniformité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on la regarde, chacun, et c'est la tendance actuelle, à créer sa façade, son entrée de maison, de la manière qui lui convient. Alors que dans les
années 60, quand c'était la propriété de la SNCF, eh bien, il y avait c'était une haie de Troène pour tout le monde. Toutes les cités alors elles ont ceci de particulier, elles ont un modèle architectural identique. C'est-à-dire que les maisons avec les pans coupés, on va les retrouver dans toutes les cités du Nord. Je crois que j'ai un peu en tête, c'est la cité de Lens. Et la cité de Tergnier, qui n'est pas Tergnier, qui va être Quessy, c'est non pas une demi-roue comme à Busigny, c'est carrément 2 roues, parce que c'est un centre ferroviaire qui était plus important que Busigny. C'était un ensemble de maisons comme la mienne qui a été construite dans les années 1920-24, où là on retrouve 3 logements dans une même maison. Ensuite vous avez des maisons plus récentes comme la vôtre par exemple, qui a été construite après la guerre, parce que le triage a été bombardé, il y a eu beaucoup de maisons qui ont été détruites, et il y avait des baraquements. Les baraquements ont souffert aussi de ce bombardement. Il y avait beaucoup de cheminots qui faisaient les postes et qui avaient des heures de disponibilité, entre guillemets, quand ils s'étaient reposés. Donc ils consacraient leur temps, leur loisir à faire des jardins, à cultiver des jardins. Donc il y avait des petits jardiniers en face des maisons. Et il y avait également des jardins ouvriers maintenant qu'on appelle ça des jardins familiaux, qui permettaient aux gens de faire une plus grande surface de jardin. Là, on a la chapelle, l'ancien dortoir pour les cheminots. Ici, on avait le centre de loisirs pour les ados, là, comment tu Le club des jeunes. Le club des jeunes, voilà. Ici, c'est la route. Allez, c'est la route, on va dire, que tout le monde utilise pour rentrer dans la cité. Bon, le premier cercle. Bah, toi, tu as habité là d'abord. 37, ici. Alors, moi, je suis né ici. Voilà. Ici. Juste au 37 rue Gambetta. Et après, Et t'as ensuite, habité j'ai ici quelque habité part. ici quelque part, au 23 rue Gambetta. Et En donc, face du stade. Et voilà. Et donc, il y avait une petite rue. Oui. Tout à côté de chez toi. Les trois Elle est piquets. là. Les Elle est là, trois les trois piquets. piquets, Hein. c'est ça. Et puis ici en face, on a la route. Et là, on avait le café, l'épicerie. Puis là, il y a un chemin de terre qui part. Et la COP était plus haut. La COP, elle est là. Voilà. Et Jean-Louis, il a oublié de dire que la première fois, ça, il Quand habitait je suis ici. marié, et moi je suis né un peu plus haut encore. Voilà. Bah, toi, tu as fait quand même. Tu l'as vu de l'intérieur et de l'extérieur. Je suis toujours investi dans la maison cheminote. Maintenant, étant retraité, je suis depuis 13 ans le président des cheminots retraités. À ce titre, c'est une occupation constante pour aider les plus faibles, donc dans le monde du social, pour tout ce qui génère le décès d'un retraité ou de sa veuve, pour traiter les problèmes de reversion, de retraite, de facilité de circulation, mais aussi dans tous les domaines qui ne sont pas ceux de la SNCF. Ça peut être de remplir les feuilles d'impôt, de faire un prêt, de remplir une lettre que les gens ne savent pas faire. Alors, quand on avait un décès, quand on avait quelque chose, un papier, quand on n'arrivait pas, il faut dire que c'est des complications à remplir et puis on ne sait pas parler comme eux, quoi. Il faut être franche, c'est vrai. Alors, ils m'aident beaucoup. J'étais unie. C'était... Ah oui. Enfin, bon, tout a une fin.